Bienvenue sur le circuit du RoboClub 94 de Sucy-en-Brie à l'occasion des seconds Master Kyosho. Cet événement a réuni en ce week-end des 17 et 18 juin 2000 plus d'une centaine d'amateurs des tout-terrains à 8ème thermique de la célèbre marque japonaise. Une initiative unique en son genre que l'on doit à son apportateur français, la société FDL, dont le dynamisme n'est plus à démontrer. Mêlant agréablement compétition et convivialité, bénéficiant d'une météo parfaite et d'une infrastructure digne d'un championnat du monde, ces Masters 2000 vont être une véritable réussite. Présentation d'une course vraiment pas comme les autres. Christophe, FDL organise pour la seconde année le Master Kyosho. Peux-tu nous expliquer l'intérêt de cette manifestation ? On avait avec cette course 3 objectifs principaux. L'un était de réunir les meilleurs pilotes de la marque pour former entre eux un réel esprit d'équipe, notamment en vue du championnat du monde de la fin de l'année. Nous avions bien sûr un deuxième objectif qui était de mettre en relation ces top pilotes avec des pilotes beaucoup moins expérimentés qui pouvaient s'inscrire dans le même type de course qu'eux. Et la troisième motivation que nous avions était de prouver, si besoin était, qu'on était capable justement de réunir autant de monde sur une seule marque de voiture. Je pense que les 3 objectifs sont atteints. Vous êtes donc complètement satisfait du nombre de participants ? Nous sommes complètement satisfaits des 120 engagés que nous avons cette année. Pour ce qui est de la course elle-même, on ne sera satisfait qu'à la fin de la compétition, demain soir, mais pour l'instant ça a l'air de se présenter très très bien. Le soleil est au rendez-vous, tout va bien. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de la qualité des participants ? Parce que je crois qu'il y a plusieurs champions du monde aujourd'hui. On réunit un plateau, notamment bien sûr dans la catégorie élite, composé du champion du monde TT en titre, du champion du monde piste en titre, de multiples champions nationaux, qu'ils soient allemands, japonais également, puisque le représentant japonais est champion du Japon depuis 8 ans, je crois, en titre. Et nous avons le champion d'Angleterre qui est ici, le champion du Portugal. Tous ces pilotes ont participé à des finales de championnat d'Europe et du monde. C'est un plateau très relevé. Je crois qu'il y avait également un autre événement. Vous avez profité de l'occasion pour présenter la nouvelle voiture qui participera, qui devrait probablement essayer de remporter le titre pour la 11e année consécutive. On a la chance de pouvoir effectivement présenter en vraiment toute première mondiale le nouveau châssis à l'occasion de cette course. Donc c'est à la fois une grande chance pour nous pour donner de l'intérêt à cette compétition. C'est une grande chance aussi pour le châssis et pour l'équipe puisque ça permet à tous ces top pilotes de travailler dès maintenant ensemble sur une voiture qui est complètement nouvelle. Et puisque son concepteur, Yushi Kanai, était présent à Sucy, laissons-lui le plaisir de nous le présenter. Le concept de la nouvelle voiture, l'Inferno MP 7.5, est basé sur un centre de gravité très très bas. Ainsi, ces différentes pièces sont devenues beaucoup plus compactes. Leur nombre a aussi été réduit, ce qui rend la voiture beaucoup plus facile à assembler et plus solide. Vous vous rendrez compte facilement de ces différences lorsque vous la conduirez. Elle est très très différente. Vous pouvez voir ici ces bossages qui ressortent, permettant au différentiel d'être plus bas que par le passé, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Le moteur est également monté 3 mm plus bas qu'auparavant. La platine radio métallique est également implantée beaucoup plus bas. Vous pouvez également apercevoir le nouveau design du réservoir à carburant. Le trop-plein ressort par ici en dessous, ce qui fait que la voiture reste toujours propre. On remarquera également que presque toutes les pièces ont fait l'objet d'un nouveau design. Répétons-le, le centre de gravité est beaucoup plus bas. Les pièces des cellules sont plus compactes et plus petites.
And also you can see the suspension arm becoming much wider. Et vous pouvez également voir que les bras de suspension sont plus larges et plus épais, et donc beaucoup plus résistants pour ne pas casser au cours d'une course. C'est sur une piste refaite et extrêmement rapide, mais rendue poussiéreuse et glissante par la sécheresse, que vont se dérouler les manches qualificatives durant toute la journée du samedi. La catégorie League, ouverte à tous les pilotes débutants en compétition quel que soit leur niveau, comptait 38 engagés, tout comme la catégorie Expert, ouverte aux pilotes déjà plus expérimentés et engagés dans les championnats nationaux. Quant à la catégorie Elite, elle regroupait 33 pilotes aguerris aux compétitions internationales et présentait, comme on l'a déjà souligné, un plateau digne d'un championnat du monde. Dans chacune de ces catégories, et malgré un timing extrêmement serré, tout le monde aura droit à 4 manches qualificatives de 5 minutes, le classement final étant établi sur le cumul des points des deux meilleurs. Afin de favoriser le spectacle, il a été décidé que les polemen ne seraient pas qualifiés d'office pour les finales, comme c'est le cas dans la plupart des courses officielles. Ici, pour une plus grande équité, demain chacune des manches de remontée qui commenceront au stade des 8e de finale vont en effet permettre le repêchage de 5 pilotes. En catégorie League, avec 2 manches remportées sur 4, c'est le jeune Loïc Alvarez qui va s'imposer en pole position devant Vincent Tealdi, Xavier Verdière, Olivier Corbin et Olivier Cerdan. En catégorie Expert, c'est un pilote britannique, Matthew Perry, qui va réaliser 3 fois d'affilée le temps scratch avec son MP6, devançant Florent Dead, un jeune prometteur qui sévit actuellement en championnat de France B. Le troisième n'est autre que Gérard Caruana, le big boss de FDL, visiblement survolté par l'événement. Mathieu réalise son meilleur chrono en bouclant 10 tours en 5 minutes 9 secondes et 83 centièmes, soit un temps moyen au tour de 30 secondes 98 centièmes. En catégorie élite, c'est l'allemand Markus Penman qui, avec une moyenne de 29 secondes 86 centièmes au tour dans sa meilleure manche, pulvérise le record de la piste avec son tout nouveau MP7.5. Derrière, la lutte est serrée car l'élite mondiale présente à Sucy ne s'en laisse pas compter. C'est le champion du monde piste en titre, Adrien Bertin, qui décroche la seconde place des qualifs, devant un autre français, Michel Farina, le japonais Yushi Kanai et le champion du monde TT en titre, l'allemand Daniel Ricciardo, tous bien entendu également sur MP7.5. Moins de 4 dixièmes au tour séparent ces 4 pilotes, pas de doute, il va y avoir du spectacle dimanche au cours des phases finales. Outre le pilotage, le modélisme Moto RC fait également appel à de solides connaissances techniques. Ainsi, dans les stands, au fur et à mesure que la course progresse, chacun peaufine ses réglages de suspension ou le choix de ses pneumatiques en fonction de l'évolution de la piste. Pour d'autres, c'est déjà le moment de goûter aux joies de la mécanique. Il a cassé une cloche. Ah mais ça, je suis pas nul, mais ça, faut le voir. Voilà. Je ne dirai pas la marque, surtout pas là, quoi. Sans transition, nous voici déjà parvenus au stade des 8e de finale de la catégorie Expert. Dans la série A, échappant au carambolage de départ, c'est Christophe Martin qui, avec son MP6 vert, va prendre le meilleur départ, suivi comme son ombre par Pierre-Éric Munier, dont le modèle est doté d'une carrosserie jaune, alors que l'anglais Gladwin, donné pour favori par beaucoup, perd beaucoup de temps sur de trop nombreuses petites fautes de pilotage. À ce stade, la durée des manches est portée à 15 minutes, ce qui va nous valoir d'assister au premier ravitaillement. En effet, les réservoirs limités par les règlements internationaux à 125 cm3 ne permettent que 6 à 8 minutes d'autonomie à ces petits bolides gavés de méthanol. Comme en Formule 1, la tactique a donc ici une importance capitale. Sur la fin de la course, Christophe Martin va devenir moins précis et se faire passer après une belle bagarre par Pierre-Éric Munier qui va terminer avec presque un tour d'avance. Gladwin se qualifiant d'extrême justesse pour les quarts de finale à la 5e place.
Dans la série B, c'est Laurent Savov qui l'emporte devant Sacha Crespy et Xavier Vieffard. Grégory, bonjour, tu es venu au Master Kyosho, je crois que tu débutes. Est-ce que tu peux nous parler de toi rapidement, nous donner ton âge, nous dire depuis combien de temps tu roules? J'ai 13 ans et demi, ça fait 3 ans que je fais du modélisme, puis je compte bien continuer. D'accord. Et ça fait combien de courses que tu fais ou est-ce que c'est la première? C'est la 4e, je crois. 4e. Et qu'est-ce qui t'a incité à venir au Master Kyosho? Est-ce que c'est la présence des grands pilotes que tu peux côtoyer? C'est parce qu'il y a beaucoup de public et parce que ça attire beaucoup de monde. Et oui, c'est vrai que les pilotes, ils sont pas mal aussi. Bien. Est-ce que tu crois que tous ces pilotes-là, si tu as un petit souci, ils vont te donner un coup de main? Éventuellement oui, si je leur demande. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler de ta voiture? Parce que c'est une Kyosho, mais je crois que c'est une voiture qui s'adresse justement aux débutants. Tu peux nous la présenter? Oui, c'est la MP6 Sport. Voilà, donc c'est une version qui est équipée d'un moteur à lanceur, hein, c'est ça? Voilà. C'est-à-dire que là, on a une petite tirette. Oui. On a une petite tirette et il n'y a pas besoin de démarreur électrique pour lancer le moteur. Voilà. Tu peux peut-être nous dire d'abord si elle a été facile ou difficile à monter puisque c'est une voiture de début. Comme j'ai eu beaucoup de voitures avant, c'était assez facile, mais il y avait des pièces que je connaissais pas et puis au début j'ai eu du mal, mais après ça allait. D'accord. Alors, tu nous fais voir là le moteur, la transmission, elle est faite comment ta voiture? Il y a combien de roues motrices? C'est une 4 roues motrices, donc c'est une transmission par cardan. Oui. Il y a 3 différentiels, avant, arrière et central. Oui. Le moteur, c'est un bon petit moteur, mais il demande de l'entretien. Oui. Et puis comme c'est un moteur de loisir, il faut y aller mollo, quoi. Alors là, tu peux peut-être nous faire voir, je vais le faire voir, que là le moteur il démarre avec la tirette. Donc on ne promène pas une batterie, on ne promène pas un démarreur électrique avec soi. Voilà, donc c'est plus facile quand on est sur la piste, quand la voiture calme. D'accord. Oui, bon, je peux te poser la dernière question. Maintenant que tu as eu cette voiture-là et que tu vois les autres, est-ce que tu n'as pas envie d'acheter les autres? Si le MP7. D'accord. Dans la seule série de 8e de finale expert, c'est Philippe Roulet, voiture numéro 5, qui prend le meilleur départ, alors qu'Éric Lapierre, voiture numéro 1, 5e à l'issue du premier tour, ne va pas tarder à remonter sur ses adversaires pour s'installer solidement derrière le leader. 4 voitures dans le même tour. Vers le milieu de la course, Vincent Oenessan, à la bagarre avec les 2 premiers, va caler ce qui le relègue à la dernière place. Il terminera à 9 tours du premier. Philippe Roulet calcule mal son retour au stand et va connaître les affres d'une panne sèche qui lui fait perdre un temps précieux. Éric Lapierre, pour qui tout se passe bien, en profite donc pour se porter en tête, alors que c'est Jean-Claude Béron, voiture numéro 2, qui va se classer 3e. Alors
Monsieur André Mallet, vous êtes le président du club de Sucy-en-Brie qui reçoit ici le Master Kyosho. Oui. Qu'est-ce que ça fait d'avoir un champion du monde TT, un champion du monde piste et de multiples champions nationaux sur son circuit? Bah, ça fait plaisir, on a une certaine fierté de recevoir tous ces gens. La preuve est là, c'est qu'on les représente quand même avec leur drapeau. On est vraiment, vraiment contents. Et ça nous fait quand même plaisir de voir tous ces pilotes internationaux qui s'occupent des petits jeunes sans aucune différence, qui donnent leur combine, qui sont vraiment, vraiment sympas. Est-ce que ça vous a mis une pression supplémentaire? Parce que l'organisation d'une course, c'est pas pour vous une première, mais recevoir ces gens-là, est-ce que ça met la pression? Pas aujourd'hui. On a eu la pression l'an dernier, malgré tout, parce que c'était vraiment la première fois. Mais là, cette année, on a organisé ça sans vraiment aucune appréhension. Alors justement, un événement comme celui-ci, qu'est-ce que ça nécessite comme travail et comme personnel? Parce que tout le monde est bénévole, bien évidemment. Comme travail, c'est pratiquement le travail habituel d'une course normale, sauf qu'en tant que personne, on a une 30 ou 35 personnes en organisation. En permanence? En permanence. D'accord. Et puis je crois qu'il y a une énorme surprise ce soir, c'est un méchoui avec 200 personnes qui vont dévorer 5 moutons. 5 agneaux. 5 agneaux. 5 agneaux. C'est pas une énorme surprise, on l'avait déjà fait l'an dernier, on réitère cette année et c'est un genre de chose en fait, le méchoui qu'on faisait tous les ans en fin de saison pour réunir les gens du club et les invités. Et bon, maintenant on l'associe avec le Master Kyosho. Voilà, et là vous avez réuni les meilleurs pilotes mondiaux, c'est tout. Les meilleurs pilotes mondiaux et pour ce soir, bah oui, 200 personnes au méchoui. Et s'agissant d'un événement mettant à l'honneur une marque japonaise, c'est bien évidemment par un karaoké endiablé que va se terminer cette soirée mémorable. Tout cela pour le plus grand plaisir de Monsieur Suzuki, le président de Kyosho, qui avait tenu à faire le déplacement en personne pour assister au premier tour de roue du MP 7.5 en compétition. Je suis Matteo D'Apporto et je viens d'Italie. Je suis pilote officiel Kyosho, directement en relation avec le Japon, et j'ai été invité à ce second rendez-vous de Sucy-en-Brie en France. J'y ai trouvé une très bonne organisation et en Italie, nous ne sommes pas habitués à avoir des courses d'un tel niveau. En fait, je suis content d'être ici car il y a beaucoup de pilotes d'un très bon niveau. Nous sommes très proches et demain ce sera certainement une course très amusante, mais très serrée. Pour cette course, j'utilise pour la première fois la nouvelle voiture de Kyosho, la MP 7.5, et nous avons noté de nombreuses améliorations au niveau du pilotage. Nous nous sommes améliorés là où nous pêchions peut-être un peu sur la MP6 et à présent, dans les courbes rapides, nous sommes plus compétitifs avec une plus grande facilité de pilotage. Je suis également pilote officiel Nova Rossi, directement sponsorisé par l'usine. Pour cette épreuve de Sucy-en-Brie, j'utilise un nouveau moteur que nous sommes en train de développer avec Nova Rossi. Quelque chose de non définitif mais qui me semble aller plutôt bien. Pour les pneus, je suis sponsorisé par Mediapro, la marque française que vous connaissez tous, et pour la radio, j'utilise une Sanwa. Matteo a également dévoilé à Sucy les tout derniers différentiels Torsen de l'optionneur italien Fioroni.
Sono completamente nuovi e rivoluzionari, non posso dirvi che cosa c'è. Ils sont complètement nouveaux et révolutionnaires. Je ne peux pas vous dire ce qu'il y a de différent à l'intérieur, car en fait, je n'ai pas le droit, c'est un secret. Cependant, ils sont maintenant dans leur configuration définitive et nous les avons testés, ils sont très fiables et leurs prestations sont très supérieures aux modèles précédents. Ils ont des carters en bronze et il y a plusieurs engrenages dedans, mais je ne peux pas vous dire combien. Celui-ci est bien sûr pour l'avant et celui-ci pour l'arrière. Et ils sont destinés aussi bien à la Kyosho qu'à la Mugen MP4, au chrono et d'autres modèles encore. Si les trajectoires sont en toute logique beaucoup moins précises en promo qu'en expert ou en élite, et si les départs sont souvent chaotiques, c'est en grande partie à cause du manque d'expérience des jeunes pilotes qui ne savent pas toujours maîtriser leur fougue. Cependant, le poleman de ce quart de finale, Pierre Mouchot, va nous faire une belle démonstration de son sang-froid menant la course de bout en bout. Il est suivi par le numéro 2, Emmanuel Potvin, qui avait pourtant perdu pas mal de temps lors de la confusion du départ de la manche. Notons la belle remontée du numéro 10, Wilfried Judelin, qui termine 5e. La Serie A avait vu, pour sa part, la victoire de Julien Lebalch, suivi de Stéphane Silva et de Gilles Larieussens. Quant au jeune Grégory de Chico, avec qui nous avions fait connaissance tout à l'heure, il avait dû abandonner au stade des 8e de finale, victime d'une défaillance de son moteur. Allez, allez, Riquier! Oui, Stefano, vous représentez la société Gandini qui fabrique des pneus pour le modèle réduit. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu la société Gandini ? Nous sommes une société italienne, nous sommes deux frères, Maurizio et Stefano Gandini. Et cela fait 10 ans que nous fabriquons des pneus pour le modélisme auto. Nous avons 30 employés et nous produisons tout type de gomme confondue, 2500 paires de pneus par jour. Stefano, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quels sont les éléments qui font qu'un pneu fonctionne ou ne fonctionne pas ? Voici les deux types de pneus les plus employés de notre gamme, le Bulldog et le Cosmic. Le Bulldog s'utilise en général au début de la course, quand le terrain est encore très glissant, sale et plein de poussière. Puis, quand la piste commence à se nettoyer, vers les phases finales ou la finale, on utilise habituellement le Cosmic, qui a la même motricité mais qui est beaucoup plus facile à conduire. Est-ce que vous êtes satisfait de l'évolution de votre société et est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, nous sommes très contents de notre évolution. Nous avons commencé dans le domaine du pneu tout-terrain il y a 5 ans et depuis ça va de mieux en mieux. En partie aussi grâce à FDL qui fait un très gros travail en France et nous sommes très très satisfaits. Est-ce qu'on peut penser que Gandini sera champion du monde cette année ? Nous l'espérons, nous travaillons toujours beaucoup pour gagner les courses, mais cependant nous savons tous ce que peut réserver la compétition. On peut travailler beaucoup et ne pas gagner, alors qu'un autre peut travailler peu et vaincre. En tous les cas, nous faisons tout ce qui est possible pour aider les pilotes à gagner. Dans cette série, le poleman, Yvan Barnier, prend un excellent départ sans arriver pourtant à distancer la meute de ses poursuivants. Le numéro 6, Laurent Savoff, va s'accrocher à la seconde place après une belle bagarre avec Tony Arago, qui, parti 9e, réalise la meilleure performance de la course en conservant la 3e place jusqu'au bout.
Ici, c'est Delverinas qui, avec cette figure de voltige non homologuée, nous fait une belle démonstration de l'incroyable solidité de nos tout-terrains à 8e. La série A de ce quart de finale avait été emportée quelques minutes plus tôt par Eric Armoneda devant Pierre-Éric Meunier, bien remonté de la 6e place, et Alexandre Dechel. Bonjour, mon nom est Magnus Amilon et je viens de Suède. Je vis dans une petite ville du sud de la Suède appelée Ronneby. J'ai 26 ans et je suis ici pour Kyosho afin de préparer la nouvelle voiture pour le championnat du monde. J'ai déjà participé à 4 championnats du monde par le passé. J'espère donc faire de bons résultats maintenant. La nouvelle voiture va beaucoup mieux en virage, elle a plus d'adhérence dans les courbes. Je l'ai reçue il y a tout juste une semaine et je vais donc essayer de me qualifier pour les semi-finales aujourd'hui et probablement empocher un bon résultat ici à Paris. J'aime bien Paris, la France, le beau temps et la bonne bouffe. My next championship will be European Championship in Mogador, in Portugal. Mon prochain championnat sera le championnat d'Europe à Mogado, au Portugal, dans 3 semaines, et j'espère y obtenir un résultat encore meilleur que par le passé. Mon meilleur résultat est en effet 4e au championnat d'Europe. C'est Cyril Mougin, parti 2e, qui tire les marrons du feu de cette série B du quart de finale élite, puisque ayant pris la tête dès le premier virage, il ne va plus la quitter jusqu'à l'arrivée. Julien Latanzio, numéro 3, le suit comme son ombre, mais ne parvient pas à se défaire d'Éric Lapierre, qui va finalement le passer à quelques minutes de la fin sur une toute petite erreur de pilotage. Le coéquipier de Kanai, Takanori Akiyama, se qualifie tout juste pour les semi-finales avec la 5e place, alors que Guillaume Vray, pourtant parti en pole position, est éliminé. La surprise de ces quarts de finale vient de l'élimination du japonais Ishikawa. Il est vrai que la piste de Sucy est très différente des tracés nippons, généralement beaucoup plus sinueux et moins rapides. Marquons une petite pause avec le traditionnel concours de carrosserie. Et c'est le facétieux Kanai qui, après avoir longtemps hésité entre sa propre voiture et quelques chefs-d'œuvre de peinture à l'aérographe, va avoir la lourde tâche de désigner un vainqueur dans cette forêt de TT tous plus rutilants les uns que les autres.
jeu la carrosserie du MP 7.5 du champion japonais. Même si son décor n'est pas des plus psychédéliques puisqu'elle est toute verte, c'est tout de même un cadeau sympathique de la part du concepteur de toute la lignée des Infernaux. La durée des courses est maintenant portée à 20 minutes et la pression est encore montée d'un cran chez les amateurs. Le poleman, Vincent Tealdi, va commettre quelques petites fautes d'entrée qui vont fortement le pénaliser. La plus belle course est en revanche à mettre à l'actif de Julien Lebalch, qui, parti en 6ème position, va remonter jusqu'à la 2ème place. De son côté, Olivier Corbin se porte tout de suite en tête. Basile Lazarev, parti 9ème, perd toutes ses illusions en même temps que sa roue. Il devra abandonner. Durant ce temps-là, la bagarre fait rage entre Olivier Corbin et Alexandre Gaudreau pour la première place, alors que Tealdi, bien revenu, et Lebalch sont au coude à coude pour la 3ème place, ce qui entraîne quelques petits accrochages qui vont tourner à l'avantage du numéro 1. Cependant, un peu plus tard, Tealdi, qui avait réussi à se défaire de Lebalch et remonter rapidement sur la tête, va casser son support d'amortisseur avant gauche. Il terminera la course 4ème, ce qui est une belle performance dans ces conditions. C'est finalement Alexandre Gaudreau qui l'emporte devant Lebalch, qui a réussi à passer Corbin dans les derniers tours. Dans la demi-finale B, c'est Verdier qui l'emporte, alors que le poleman des qualifs, le jeune Loïc Alvarez, est éliminé sur problème mécanique. C'est dans la confusion que va commencer cette série B. Et c'est le numéro 4, Renaud Savoya, qui va en payer les frais. Se retrouvant bon dernier, il ne parviendra pas à remonter plus haut que la 6ème place malgré tous ses efforts. La course se décante ensuite rapidement et le numéro 3, Fabien Fontaine, s'installe solidement en première position. Il ne sera plus rejoint. Oh là là, c'est malin ça. Le poleman, le Britannique Matthew Perry, fait une course prudente et se contente de la 4ème place. Yvan Barnier, numéro 6, et Tony Rago, numéro 8, vont se livrer une belle bagarre pour la 2ème place, qui tourne à l'avantage du premier. Gérard Caruana, parti second de la série, doit pour sa part abandonner peu avant la fin de la manche. Dans la série A, le trio de tête, Dead Constantin Como, maintient sa hiérarchie, alors que Colin Gladwin remonte de la 10ème à la 4ème place.
Do you think that the cameraman that he is film now, he is very, very good in his job? Oh yes. Yes. Là, mais t'enregistres pas, il n'y a pas de lumière. Les semi-finales élites vont être d'un niveau extrêmement élevé comme on pouvait s'y attendre. Dans cette série A, c'est Adrien Bertin qui détient la pole position, juste devant Yūichi Kanai et Matteo D'Aporto, ces trois pilotes étant directement issus des qualifs, tout comme le Britannique Danny Conway et Michael Palsen. C'est Yūichi Kanai qui va rapidement s'imposer en tête dès le premier tour. Son MP 7.5 est visiblement réglé avec un amortissement plutôt mou qui favorise la glisse et la facilité de pilotage sur le tracé, devenu pourtant beaucoup moins poussiéreux que la veille. Mais Adrien Bertin ne va pas baisser les bras et nous allons assister à une lutte sans merci entre ces deux champions qui ne seront longtemps distants que de quelques longueurs, les écarts en faveur de l'un ou de l'autre ne se creusant qu'à la faveur du dépassement des attardés ou lors des ravitaillements. La plus belle remontée sera signée par Julien Lattanzio, qui, parti 8ème, parvient à se qualifier pour la finale avec la 4ème place. En revanche, Eric Lapierre et le japonais Akiyama sont contraints à l'abandon, tandis que Matteo D'Aporto cède du terrain, ne finissant que 6ème. Vers la fin de la course, Yūichi Kanai parvient à prendre le large et s'octroie la victoire avec quasiment 25 secondes d'avance sur Bertin. Dans la série B, c'est le champion du Portugal, Rui Miguel Matias, qui s'impose devant le champion du monde TT en titre, Daniel Ricciardo. Bien, eh bien écoute, quand on a un champion du monde sous la main, on lui demande gentiment de se présenter. Daniel, c'est ce que tu vas faire. Hello, I'm Daniel Ricciardo. I'm 24 years old. Bonjour, je suis Daniel Ricciardo, j'ai 24 ans. Je viens d'Allemagne, près de la frontière hollandaise. J'ai gagné le championnat du monde de ce sport mécanique en 1998 et en 1997 le championnat d'Europe en Pologne et plein d'autres courses en Allemagne. Mais cette année est une nouvelle année pour nous et nous avons le championnat du monde à Las Vegas. Je vais essayer de donner le meilleur de moi-même pour le gagner à nouveau, mais avant, nous avons le championnat d'Europe au Portugal et ceci est aussi très important pour nous avant le championnat du monde. Cette année, ici à Paris, je suis là avant tout pour préparer mon matériel et mes moteurs avant d'y partir. Daniel, est-ce que tu peux nous donner ton idée du niveau de pilotage ici au Master Kyosho? Avant tout, je voudrais dire que les Kyosho Masters sont une super idée car beaucoup de monde vient à cet événement et l'on peut y échanger des idées. Les jeunes pilotes, les gentlemen drivers et autres peuvent aussi voir ce qu'il y a dans les voitures des top pilotes et constater que ce sont les mêmes choses que dans les leurs. C'est très important qu'ils voient que nous courons avec le même matériel qu'eux et que nous n'avons rien de plus et que c'est simplement un long chemin qui nous a permis d'obtenir de si bons résultats par notre seul pilotage. C'est aussi une chose très importante pour nous dans des événements comme celui-ci de pouvoir rencontrer et discuter avec les constructeurs de nos voitures venus du Japon, tout comme avec des pilotes de loisirs.
D'une durée de 30 minutes, la finale promo va être haletante de bout en bout, preuve que les meilleurs débutants, entre guillemets, ont toute la combativité nécessaire pour passer dans la catégorie supérieure. C'est Olivier Corbin, le numéro 3, qui prend le meilleur départ, devant Julien Lebalch, puis Jean-Pierre Jalbeau, qui connaît à ce stade parfaitement la piste puisqu'il est remonté des huitièmes de finale. Mais Vincent Tealdi, qui part en 8ème position, profite des erreurs de ses adversaires pour se faufiler entre eux et remonte rapidement vers la tête de la course. Lebalch va caler alors que Jalbeau se voit trahi par son accu de réception. Commence alors un chassé-croisé entre Corbin, toujours devant, et Vincent Tealdi qui devient de plus en plus menaçant. 3 secondes à peine séparent les deux pilotes. À près d'un tour derrière, on assiste également à une belle empoignade entre Floquet et Cerdan, partis du fond de la grille, qui se battent pour la 3ème place. Mais Floquet va abandonner sur casse mécanique au bout de 21 minutes. Le poleman, Alexandre Gaudreau, est lui aussi contraint à l'abandon au bout de 26 minutes, tout comme Xavier Verdier. En fin de compte, Olivier Corbin l'emporte devant Vincent Tealdi et Olivier Cerdan, tous deux auteurs d'une course magnifique. Julien Lebalch n'aura rien pu faire pour les rattraper après son incident du début de la course et termine à 2 tours du vainqueur. Quant au jeune Nicolas Bizet... Pour ça, dès que j'ai vu que j'avais plus rien, je me suis dit la prise d'accu, je m'en suis rappelé quoi. Je suis combien à 5 ? En affaire, hein. C'est pas ça. Allez, fais-le. Et c'est parti pour 30 minutes de suspense. À l'issue des demi-finales, Florent Ded est numéro 1 sur la grille de départ. Il prend logiquement le meilleur devant Barnier, Constantin, Rago et Fontaine, ce dernier ayant plus ou moins loupé son départ. Samuel Constantin, le numéro 3, est en 4ème position, mais déjà à un tour du leader. Florent est assurément le plus rapide sur la piste en ce début de course et en profite pour faire le trou. Au bout de 10 minutes, il compte déjà 11 secondes d'avance sur le numéro 6, Mathieu Perry, puis 20 secondes sur Tony Rago, le numéro 5.
Après le deuxième ravitaillement, on assiste à un retournement de tendance car Dead a baissé de rythme et ces quelques erreurs permettent à Perry de reprendre le dessus. Malgré ce calé, Colin Gladwin va parvenir à terminer la course mais ne fera pas mieux que 8e. Christophe Munier, parti en dernière position, fait une course admirable et remonte peu à peu sur les hommes de tête grâce à sa régularité. Grégory Como doit abandonner à la 22e minute. À la 27e minute, c'est Fabien Fontaine qui doit abandonner sur panne moteur, tout comme Samuel Constantin qui, de 4e, va de ce fait redescendre à la 7e place au classement final. Rago se voit talonné par Munier pour la 3e place. Celui-ci va finir par le passer et conserve la 2e place malgré un gros coup de fatigue à quelques secondes de la fin. C'est finalement le Britannique Matthew Perry qui passe la ligne d'arrivée en vainqueur avec plus de 2 tours d'avance. Adrien Bertin, je crois qu'il est inutile de rappeler que tu es champion du monde piste, 1/8e en titre. Aussi, il est intéressant, puisqu'on te retrouve ici au Master Kyosho, que tu nous expliques un petit peu les différences de pilotage entre la catégorie piste et la catégorie tout-terrain qui nous intéresse aujourd'hui. La principale différence, c'est la vitesse à laquelle évoluent les modèles. Tout terrain est beaucoup plus lent qu'un modèle piste 1/8e. Après, je dirais qu'au niveau trajectoire, en tout terrain, il est beaucoup plus difficile d'exploiter la trajectoire idéale dans la mesure où il y a pas mal de trous. On est obligé de prendre une certaine marge par rapport aux cordes. Maintenant, après, tout est dans l'exploitation de la motricité. Là où en piste, il faut accélérer le plus tôt possible parce que quasiment 100% de la motricité passe par terre. En tout terrain, c'est beaucoup plus délicat, donc il faut doser les gaz. Aussi toujours essayer de corriger la voiture parce que ça va jamais droit. Mais bon, c'est aussi quelque chose de très intéressant. D'accord. Adrien, si je me souviens bien, tu as d'ailleurs démarré par le tout-terrain. Est-ce que c'est plus facile de démarrer par cette discipline? À mon avis, oui, puisque les voitures quand même pardonnent beaucoup plus, dans la mesure où elles sont plus robustes, elles évoluent beaucoup moins vite et que les réactions du châssis sont quand même beaucoup moins vives que sur une piste 1/8e. Après, c'est question de convenance personnelle. Disons qu'on peut plus aller au bout de ses possibilités de pilote en piste 1/8e, dans la mesure où les voitures sont rivées par terre et c'est quelque chose de différent. Adrien, au cours de ce Master Kyosho, la nouvelle voiture cogitée par la FIAN japonaise pour le championnat du monde est apparue aujourd'hui et tu es l'un des premiers à l'avoir essayé. Tu peux nous dire ce que tu en penses? J'en pense le plus grand bien sans aucun chauvinisme. La seule preuve, c'est que j'étais venu faire quelques essais avec le MP6 il y a quelques jours en prévision du Masters. Avec le MP7, sur une piste un peu plus difficile, je roule globalement une demi-seconde au tour plus vite. En termes d'exploitation, le châssis est aussi sain que l'ancien en termes de suspension. Là, par contre, la principale différence, c'est que la voiture motrice mieux, de par le centre de gravité beaucoup plus bas. Et surtout, on peut surtout garder les cordes dans la haute vitesse, la voiture braque beaucoup plus fort en sortie. Là où le MP6, on était à la corde, on accélérait, la voiture sous-virait. Avec le MP7.5, il n'y a plus aucun souci. Je crois que pour l'instant, tu détiens même la pole position. Alors, est-ce qu'un pistard est meilleur qu'un garçon qui pratique le tout-terrain? Je dis non, c'est difficile à dire. Après, le niveau est tellement relevé ici que ça se joue vraiment à très peu de détails. Pour ma part, j'ai l'avantage de connaître les deux catégories, donc je suis perdu dans aucune. Après, c'est que du travail, que de l'entraînement. Mais bon, on verra par la suite. D'accord. Merci.
Et bien justement, on va voir ce qu'on va voir au cours de cette finale de 45 minutes, car si le mécano de Canaille fait le fier, celui-ci ayant volé la pole position à Bertin in extremis lors des semi-finales, sa bonne humeur va être de courte durée. Dès le premier virage, Canaille commet une petite faute qui le relègue pourtant immédiatement en queue de peloton. Il ne s'en remettra jamais et la course va se résumer pour lui à une longue et stressante remontée. En effet, à ce niveau de compétition, il ne faut pas trop compter sur les erreurs de ses adversaires pour gagner des places. C'est Rui Miguel Matias qui s'installe en tête de la course, talonné par Bertin, le Britannic Boys et Requard. Mais les écarts sont faibles et durant les 5 premières minutes de la course, toutes les voitures sont dans le même tour. 9 MP 7.5 sur 10 voitures au départ, la seule exception venant de Fabien Laborie, qualifié en 10e position avec son MP5, prouvant par là qu'une voiture bien réglée reste efficace, surtout si son pilote la connaît parfaitement. Au bout de 11 minutes, Mathias est contraint à l'abandon sur casse du cerveau de direction. Bertin s'installe alors en tête et prend peu à peu le large sur ses poursuivants, Requard, Conway et Palson, qui ont fini par se défaire de Boyce, dont le pilotage s'est dégradé sous la pression. Si pour Bertin, la course va alors se résumer à gérer son avance, Yuichi Kanai est en revanche contraint de prendre des risques, ce qui l'amène à commettre quelques petites fautes, en particulier sur la grande bosse qui aura fait beaucoup de victimes durant ce week-end. Palson, numéro 8, auteur d'un beau début de course, va devoir abandonner à la 17e minute. Bertin, qui possède une petite marge de manœuvre, lève un tout petit peu le pied afin de ménager sa monture et peaufine ses trajectoires. Comme la plupart des pilotes de cette finale, il a équipé son MP7.5 des fameux cosmiques parfaitement adaptés à l'état de la piste, comme le prédisait tout à l'heure Stefano Gandini. Voilà, Bertin. Danny Conway s'accroche à la 3e place, mais Kanai remonte et commence à se faire menaçant pour le pilote britannique. Le japonais parviendra d'ailleurs un peu plus tard à lui subtiliser la 3e place du podium. La Berry 69, Gunheim 66. Requard, qui suivait le train de Bertin sans parvenir à le dépasser, va finalement s'immobiliser sur la piste à cul de réception déchargé. Heureusement pour lui, il parvient à limiter la casse en repartant devant Kanai, qui n'est cependant pas mécontent de sa remontée en 3e place.
Adrien Bertin a alors course gagnée avec 4 tours d'avance, et c'est sous les acclamations que le champion du monde piste remporte cette course tout-terrain, prouvant toute l'étendue de son talent. Alors, c'était dur? Ouais, difficile, ouais. Pourtant, t'as mené pratiquement la moitié de la course en tête. Oui, mais il faut toujours rester concentré avec tous ces grands pilotes et je suis très content. Très content. Je suis sérieux, moteur, il n'arrête plus encore. Mais on va encore parce que quand il est ça va. Alors qu'Adrien, visiblement épuisé par l'effort et la concentration, commence à savourer sa victoire, dans le camp japonais on tire déjà les conclusions de cette très prometteuse première sortie officielle du MP 7.5. Richement dotée par Kyosho, FDL et Auto RCM, la cérémonie de clôture va tout d'abord être l'occasion de rendre hommage au travail des organisateurs, sans qui rien n'est possible, faut-il le souligner. On va passer directement à la remise des prix. En catégorie promo, c'est donc Olivier Corbin qui monte sur la plus haute marche du podium. Gageons que ce n'est que le début d'une longue série. Voici le détail du classement de cette finale. En catégorie expert, la victoire revient au pilote britannique Matthew Perry. Enfin, le podium élite n'accueille que du beau monde. C'est donc sur cette victoire méritée d'Adrien Bertin et la bonne humeur de Yeushi Kanai que nous allons nous quitter, non sans nous donner rendez-vous pour les Kyosho Masters 2001, la seule course amicale devenue incontournable pour l'élite mondiale.